L'Ukraine s'invite au sommet du G7. Ukraine will win. It's just a question of time. What we see today is unity in the G7, unity behind you. Les dirigeants tous unis pour faire pression sur la Russie. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Également ce soir, l'ancien ministre de la Santé, Christian Dubé, brise le silence et accuse la CAQ d'avoir abandonné ses principes. On vit beaucoup ce genre de détresse-là dans la solitude. Je me pensais faible d'avoir à traverser ces épreuves-là. Et des médecins lèvent le voile sur les tabous de la détresse dans leur profession. Notre profession est une profession à haut risque. Je veux dire haut risque de problèmes de santé mentale. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. C'est le deuxième jour du sommet du G7 à Évian en France. La question de la guerre en Ukraine est revenue à l'avant-plan. D'ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en France pour convaincre les grandes puissances de se rallier à sa cause, mais aussi de mettre plus de pression sur Moscou. Le premier ministre canadien a pour sa part annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Sabrina Rivet. Ça touche donc 160 entités de la flotte fantôme du pays. Dans le fond, ce sont notamment des navires qui sont utilisés par la Russie pour transporter de l'énergie et autres marchandises sous faux pavillons. Donc, Mark Carney qui en a fait l'annonce après avoir rencontré Volodymyr Zelensky, bien sûr, dans le cadre du sommet du G7. Il faut dire quand même que depuis le début de l'année, le Canada a fourni une aide militaire de 2,8 milliards de dollars à l'Ukraine. Ukraine will win. It's just a question of time. It's just a question of how much senseless slaughter Russia perpetrates. And what we see today is unity in the G7, unity behind you and behind moving forward. There's a number of tangible ways. Mark, that we have great meeting, G7 plus Ukraine, we had great meeting, and our partners supported our messages, what we really need. Bon, bien sûr, on vient de le voir, donc président ukrainien qui était présent aujourd'hui au G7. Il a rencontré de nombreux dirigeants, bien sûr, pour discuter de l'état de la situation en Ukraine. Donc, en plus du Canada, il y a les pays du G7 qui promènent aussi l'envoi de matériel militaire à Kiev. Et il y a Donald Trump aussi qui s'est dit disposé à sanctionner davantage la Russie peu après qu'il ait lui aussi rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il dit nous allons pouvoir le faire parce que le pétrole circule désormais librement. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Last month, they lost 35,000 soldiers between the two. This is on a monthly basis. They averaged 25,000 people. Et autre sujet qui a été au cœur des discussions aujourd'hui, c'est bien sûr tout ce qui a trait au conflit au Moyen-Orient et cet accord entre l'Iran et les États-Unis. D'ailleurs, les dirigeants du G7 et leurs homologues, notamment d'Égypte, du Qatar et des Émirats arabes unis, qui se sont félicités de cet accord entre les États-Unis et l'Iran. Il a été question également de pistes évoquées pour le déminage du détroit d'Ormuz. Alors, ce qu'on sait, bien sûr, c'est que cet accord qui a été signé de manière électronique en début de semaine devrait être signé en personne ce vendredi près de Lucerne, en Suisse. Et autre nouvelle également concernant tout ce conflit au Moyen-Orient, c'est que la diplomatie iranienne a affirmé aujourd'hui que le blocus américain des ports a été levé. On vient chez nous maintenant. L'ancien ministre de la Santé, Christian Dubé, sort de son silence 6 mois après sa démission fracassante. Il soutient que la CAQ a abandonné ses principes pendant la négociation avec les fédérations de médecins et par le fait même a nuit à la prise en charge de 100 % de la population. Au même moment, il sort un document de réflexion, un peu plus de 60 pages. On en discute avec notre collaborateur Victor Henriquez. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Marie-Claude. Est-ce que M. Dubé lave son linge sale en public ou vraiment il veut améliorer le réseau de la santé en aidant le futur gouvernement? Je suis assez ambivalent là-dessus, Marie-Claude, parce que à la base, en termes politiques, c'est sûr que cette sortie de Christian Dubé va déranger avec raison dans les rangs caquistes, notamment, j'imagine, au bureau de la première ministre. Pourquoi? Parce qu'on a entendu François Legault dénoncer le rapport de la vérificatrice générale et aussi, aujourd'hui, M. Dubé vient à nouveau jouer un peu ce rôle de beau-père, venir
commenter un peu les actions de son gouvernement alors qu'on est sur le point de quitter, ça nuit à cette image de nouveauté que la première ministre veut amener. Maintenant, il faut quand même reconnaître que c'est un exercice extrêmement intéressant auquel s'est prêté l'ancien ministre de la Santé. Et ce document qui est déposé, c'est un document extrêmement complet. C'est rare qu'un ministre laisse un legs aussi fort à ses successeurs. Et il y laisse des solutions, des constats, il y intègre les éléments que lui a observés. Et ça va donner beaucoup d'outils au prochain gouvernement, quelle que soit sa couleur. Alors, je pense qu'il faut souligner l'initiative et l'applaudir. Mais en termes politiques, pour Mme Fréchette, ça fait beaucoup de gens qui viennent commenter l'actualité et qui rappellent aux Québécois que ça fait 8 ans que la CAQ est au gouvernement. Justement, est-ce que ça va faire mal à la nouvelle première ministre alors qu'on est sur le point de rentrer en campagne électorale? Et si on regarde le dernier sondage Palace Data qui vient de sortir, le dernier coup de sonde avant les vacances, bien là, on apprend que 56 des Québécois sont insatisfaits du gouvernement. Alors, est-ce que M. Dubé en rajoute une couche? Ben, c'est sûr qu'on en rajoute une couche parce que M. Dubé, notamment, l'élément le plus important de son intervention, c'est lorsqu'il dit que la CAQ a défait un peu ses principes en ne mettant pas des objectifs clairs dans l'entente avec le médecin et qu'on a un peu laissé tomber ce qu'on voulait obtenir. Alors oui, ça va donner cette impression-là, sachant, Marie-Claude, que dans toutes les élections, quelle que soit la situation, la santé est une des grandes priorités. La question de l'urne est toujours autour de l'économie et la santé. C'est une priorité pour les Québécois. Alors oui, ça amènera certainement des questionnements et ça met une pression sur la première ministre pour expliquer qu'est-ce qu'elle va faire de différent et finalement, est-ce qu'elle est d'accord avec la position de son ancien collègue? Victor, je veux quand même qu'on revienne sur les intentions de vote aujourd'hui. Alors présentement, ce qu'on voit dans le sondage, c'est vraiment une course à 3. C'est assez serré, même si le Parti québécois est toujours en avance, là. C'est assez serré et l'élément important et qui vient changer un peu la donne, c'est que la coalition Avenir Québec est à 25 chez les francophones, en deuxième place. Et on voit le Parti libéral qui perd des points. Ce qu'on voit à ce moment-ci, c'est que à 15 le Parti libéral n'a aucune chance de gagner une élection. Et là, pour la coalition Avenir Québec, on commence à rentrer dans une zone où il pourrait incarner le mouvement de ceux qui ne veulent pas de référendum. Parce que, Marie-Claude, ce sera certainement une des grandes questions de l'urne. Oui. Les gens qui ne veulent pas de référendum, où est-ce qu'ils vont se rallier? Quelle bannière ils vont choisir? Et là-dessus, Mme Fréchette est dans une position enviable. Maintenant, le taux de satisfaction envers son gouvernement l'oblige à donner une image de nouveauté. Et c'est là-dessus où est-ce qu'elle va peut-être aimer que les commentaires arrêtent. Elle dit d'ailleurs, laissez faire les deux vieux partis. J'ai envie de t'entendre très rapidement sur le plan de 380 millions du Parti libéral pour la promotion, la protection du français. Est-ce que ça peut aider M. Milliard à aller chercher des points? Ça va certainement lui permettre d'arrêter de glisser sur cette pelure de banane qui a été la langue française pour lui depuis quelques semaines. Alors oui, un plan intéressant, mais ça prendra beaucoup plus à Charles Milliard pour remonter dans les sondages. Il faut qu'il se définisse lui-même et qu'il soit plus clair dans ses discours, Marie-Claude. Merci, Victor. Bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, surcharge de travail, sentiment de culpabilité, anxiété de performance et crainte de plainte. Le tiers des médecins ont eu des pensées suicidaires. Mais combien sont-ils à penser à l'acte? Le décès de Dr Karina Poliquin, pédiatre à Trois-Rivières, n'est malheureusement pas un cas unique. Voici le deuxième reportage de notre enquête. On s'en va rencontrer Dr Steven Palenchuk, intensiviste et auteur du balado « Soigner jusqu'à se briser ». Si je suis plus une soignante, si je peux plus aider personne, qui je suis maintenant. Et vous l'abordez clairement, que vous avez des problèmes de dépendance, des idées suicidaires, que vous avez fait 2 dépressions. Pourquoi avoir choisi publiquement de le dire? Parce que je pense que c'est un message qui est important. Puis, on vit beaucoup ce genre de détresse-là dans la solitude. Je me pensais faible d'avoir à traverser ces épreuves-là, mais quand j'ai pris la parole publiquement, j'ai eu plein de personnes qui se sont reconnues un peu dans l'histoire. Bonjour. Je suis Jean-Paul Brutus, je suis chirurgien plasticien, spécialiste en chirurgie de la main depuis 25 ans à peu près. Le simple fait d'aller travailler le lundi matin, j'avais une douleur à l'estomac qui apparaissait. Donc, je pensais que j'avais un ulcère d'estomac. Et je me suis rendu compte que mon ulcère d'estomac, il guérissait le samedi après-midi. Et pour réapparaître le lundi suivant. Je me dis, est-ce que j'aime encore ce métier? Parce qu'il me rend malade. Et finalement, j'ai pris la décision de quitter l'hôpital et de quitter le système public. Dr Karina Poliquin s'est enlevée la vie en avril dernier. Elle avait déjà abordé publiquement qu'elle avait souffert d'épuisement professionnel. On me pointe parfois du doigt. Pourquoi tu travailles moins que les autres? On est tous épuisés. Oui, mais j'ai fait un burn-out en 2020.
Puis je veux pas en faire un deuxième. Pas pour moi, mais surtout pour mes patients. Vous avez parlé du décès de Dr Karina Paulquin. Quel effet ça a eu sur vous, ça? Je dirais un catalyseur d'une réflexion qui est chez moi depuis très longtemps, depuis des suicides de médecins dans mon milieu il y a quelques années aussi. Moi, j'en connais personnellement 3 et j'en connais une vingtaine de façon indirecte. De collègues que j'ai connus directement ou indirectement, au moins 5. Puis peut-être si j'élargis sur les soignants que j'ai rencontrés, côtoyés, peut-être pas loin d'une dizaine. Notre profession est une profession à haut risque. Je veux dire haut risque de problèmes de santé mentale, de problèmes de détresse psychologique. Selon le sondage national de l'Association médicale canadienne, 11 % des médecins ont eu des pensées suicidaires au cours de la dernière année, comparativement à 2,6 % dans la population en général. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être encore beaucoup de silence derrière la souffrance, entre autres chez nos soignants. Mais combien sont-ils à passer à l'acte? Si le phénomène semble préoccupant, les suicides des soignants ne sont pas comptabilisés, du moins pas ici. Aux États-Unis, on recense les suicides par secteur d'activité et par profession. Ces données sont ensuite utilisées par les CDC, principale agence de santé publique américaine. Les métiers de la santé et des services sociaux sont dans le top 20 des secteurs les plus à risque. Ils arrivent au 8e rang chez les femmes et en 9e position chez les hommes. Nous avons voulu pousser l'enquête plus loin en croisant les rapports du coroner sur les suicides avec la liste des médecins décédés publiée par le Collège des médecins. Mais cette liste est mise à jour tous les 3 mois et malgré une demande d'accès à l'information, le Collège a refusé de nous donner accès aux versions antérieures. On a quand même trouvé et analysé plusieurs rapports de coroner concernant des médecins décédés par suicide. Voici quelques exemples. Médecin spécialisé décédé en mai 2022. Ces problèmes anxieux sont reliés au cumul d'un poste administratif à l'hôpital et à ses fonctions cliniques. Urgentologue au front pendant la pandémie, décédé en janvier 2021. Un arrêt de travail plus prolongé fut nécessaire puisque ses problèmes de santé mentale s'accentuaient et il était complètement épuisé. Malheureusement, cet arrêt de travail a provoqué un fort sentiment de culpabilité face à ses collègues et aux usagers du système de santé. Médecin nouvellement retraité, décédé en août 2021. Il se sent inutile, il n'a pas de projet et se sent aussi coupable d'avoir abandonné ses patients. Quelqu'un qui souffre dans un milieu de travail, il faut en prendre soin. Demander de l'aide, c'est un geste de force. Aujourd'hui, des voix s'élèvent tant du côté des médecins qui ont déjà perdu trop de collègues que du côté des intervenants qui œuvrent dans la lutte contre le suicide. Je pense qu'il faudrait mettre en place un observatoire sur les suicides, mais selon les professions. Oui, pour mieux prévenir, mais aussi pour mesurer l'impact des services qui sont déjà en place. À Montréal, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. Après la pause, la fin d'un long parcours en politique, l'ancien co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, nous dévoile ses plans pour la suite. Allégation de gestes racistes au SPVM, la confiance des résidents de Montréal-Nord envers les policiers est plus fragile que jamais. La population réclame des changements. Les intervenants, eux, veulent une enquête publique. Résumé, Lila Mouche. La manifestation qui s'est déroulée hier soir dans le quartier de Montréal-Nord démontre que les communautés racisées veulent du changement. Alors, que faut-il pour qu'il y ait du changement? Il y a plusieurs rapports qui sont sortis ces dernières années et qui démontrent une forme de racisme systémique. Un des points noirs soulignés, c'est encore une fois les interpellations du SPVM. J'en ai discuté avec une chercheure qui travaille sur ce phénomène. On a quand même travaillé sur des données de la police de Montréal et pendant sur une période de 8 ans. Donc, c'est plus de 1/4 million de sommaires, donc des sommaires sur les interpellations sans motif, parce que c'est vraiment là aussi qu'il faut s'attarder. Nous avons fait une seule recommandation. Et cette recommandation-là, c'est vraiment de mettre un moratoire. Les services de police invoquaient comme argument que ces interpellations nourrissaient le renseignement. Bien, il n'y a rien qui a démontré cela, bien au contraire. Le profilage racial est une forme de racisme systémique. Alors, j'ai rencontré un ancien policier de la Sûreté du Québec pour lui demander que peut faire le SPVM pour engendrer un changement. Si ces gestes-là ont été posés, puis je comprends qu'ils ont été posés, impardonnables. Inacceptable. Ces gens-là ne méritent pas d'être dans la police. À Montréal-Nord, je pense que les policiers doivent absolument s'ajuster à la population, mais ne doivent pas dépasser les limites de la légalité. Ils doivent faire leur travail d'une façon honnête, d'une façon juste
équitable et complètement neutre. Je pense que les caméras sur les policiers dans leur travail quotidien vont venir d'une certaine façon, et je suis complètement neutre quand je vous dis ça, calmer la situation. Et au regard des nombreux témoignages qui sont sortis ces derniers jours, on comprend que les communautés arabes et noires se sentent en insécurité lorsqu'elles croisent un policier. Donc le sommet Jeune Afro dans le quartier Saint-Michel aujourd'hui donnait une conférence de presse dans laquelle il demandait à ce qu'il y ait maintenant une enquête publique indépendante pour recréer la confiance entre les communautés et le SPVM. Mais ça prendra plus que ça. Le chemin est long et pour les organismes communautaires, il y a une chose essentielle, c'est de croire les victimes. Et c'est seulement à partir de là que les choses pourront changer. Le bilan routier 2025 fait état de moins de décès sur les routes du Québec. 371 accidents mortels, soit 8 de moins qu'en 2024. Les motocyclistes, à eux seuls, représentent 17 des décès sur la route. Le nombre de blessés graves et légers est en augmentation pour un total d'un peu plus de 30 000 accidentés. La Société de l'assurance automobile du Québec constate aussi une augmentation des accidents impliquant un véhicule lourd. Vous savez, on dit souvent que la politique, c'est un sport extrême. Et Gabriel Nadeau-Dubois, ancien porte-parole de Québec solidaire, tire un trait maintenant sur 10 ans à l'Assemblée nationale. L'ex-leader de la grève étudiante de 2012, aujourd'hui père de 2 jeunes enfants, veut se consacrer à d'autres projets. Il s'est confié à ma collègue Marie-Christine Bergeron. Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. C'est quand même tout un chapitre de votre vie que vous tournez. Là. Oui, c'est une grosse page qui se tourne sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel aussi. Disons que je suis fier du chemin, mais j'aurais voulu que ça se termine autrement. Ça, c'est certain. Quand je me suis lancé en politique il y a à peu près 10 ans, c'est pas comme ça que j'imaginais la conclusion. Mais vous l'imaginez comment, la conclusion? Je sais pas exactement comment je l'imaginais, mais pas comme ça. C'est quoi votre plus grande déception? C'est que ça se termine comme ça. C'est que ça se termine comme ça. J'aurais voulu accomplir davantage. J'aurais voulu amener ma famille politique plus loin. C'est ça qui me déçoit le plus. Quand vous parlez de famille politique, quand les attaques viennent des adversaires, ça fait partie du jeu politique. Mais quand les critiques viennent de sa propre famille politique, est-ce que c'est plus difficile, ça? Oui, c'est plus difficile. Parce que quand on s'engage en politique, on le sait qu'on va débattre avec, en face de soi, des gens qui ont une vision différente pour le Québec. Mais de se retrouver dans une situation où, dans la majorité de notre temps, ce qu'on fait, c'est de réparer des pots cassés ou de se déprendre de conflits avec les gens avec lesquels on pensait être d'accord. Est-ce qu'il y a un dossier là, qui va vous empêcher encore de dormir? Oui, la crise du logement. Les combats qui m'ont toujours le plus préoccupé, c'est les combats du quotidien. C'est s'assurer qu'au Québec, les gens soient capables de se loger dans la dignité, d'avoir assez à manger, d'avoir des bonnes écoles. Mais pourquoi, d'après vous, la gauche a tant de difficultés, puis pas seulement au Québec? Là? Si j'avais la réponse complète à cette question-là, je serais sans doute pas sur mon départ. Fait que moi, j'ai pas toutes les réponses. Par contre, ce que je vois, c'est que oui, il y a une perte de vitesse de la gauche à travers le monde. Et par contre, ce que je vois aussi, c'est que les endroits où la gauche a eu des succès, notamment à New York avec Zoran Mamdani, c'est des endroits où la gauche s'est vraiment emparée de ces enjeux-là, les enjeux du quotidien. Si on veut vraiment devenir une force politique qui est reconnue par les électeurs comme étant une force politique qui va non seulement être préoccupée par les questions du quotidien, les questions du coût de la vie, mais qui va avoir des solutions qui vont fonctionner. Est-ce qu'il y a quelque chose que le public ne sait pas sur Gabriel Nadeau-Dubois? Je veux un scoop, là. Je pense que je suis un gars plus simple puis plus ordinaire que bien des gens l'imaginent. Ah oui? Je pense que j'ai aussi changé. Tu sais, quand je suis entré dans la vie publique, j'étais un jeune universitaire, un peu intello. J'étais un gars beaucoup plus terre-à-terre que je l'étais il y a 15 ans, plus simple. Je vous ai entendu dire un peu plus tôt cette semaine que vous n'avez pas de plan pour la suite. J'ai de la misère à vous croire. Tout le monde... Madame Bergeron, est-ce que je peux en douter? Tout le monde me dit ça. Mais non, j'ai pas de plan. Je veux prendre l'été pour y réfléchir. Je sais ce que je veux faire. Je sais pas où je vais le faire. Je veux être dans l'action. Je vais vous soumettre quelques offres d'emploi. Okay. Et vous me dites, j'applique ou je passe. OK. Puis je peux-tu prendre en délibéré certaines, mettons? Non. Non, OK, j'applique ou je passe. Comme ça, une petite réponse rapide. OK. Président d'Hydro-Québec. Je passe.
chargé de cours à l'UQAM. Je passe. Ah oui? Oui. Ben, écoute, peut-être 1 an, mais je veux pas faire ça trop longtemps. J'ai envie d'être sur le terrain, j'ai envie de faire une différence. Directeur d'un organisme communautaire. Ça, je pourrais peut-être appliquer. Animateur de balado. Ça, je pourrais peut-être appliquer. Attends, parce que c'est à temps partiel, puis je pourrais faire autre chose à côté. Chroniqueur politique. Si c'est à temps partiel, je pourrais peut-être appliquer. Puis un autre poste qui va être libre bientôt, belle-mère pour Québec solidaire. Alors ça, j'envoie pas mon CV, puis je change d'adresse courriel pour être sûr de ne pas recevoir l'offre d'emploi. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Ça fait plaisir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager. Je vous invite à m'écrire par courriel à l'adresse que vous voyez présentement à l'écran. Pour le 40e anniversaire de la chaîne Musique Plus, les fans vont avoir droit à un spectacle Génération Musique Plus 86-96. Le studio télévisé de Musique Plus va renaître sur scène dans plusieurs villes de la province. La première est prévue à Montréal en août à l'Espace Saint-Denis et 2 anciens VJ, Geneviève Borne et Paul Sarrazin, vont se replonger dans l'univers de la chaîne avec des vieilles entrevues et des anecdotes. J'adorais, quand j'étais ado, des groupes comme Dépêche Mode, Tears for Fears, Simple Minds. J'ai fait une entrevue avec Ozzy que j'ai adorée. C'est sûr qu'on présente un extrait de mon entrevue avec Ozzy dans le spectacle parce qu'il était absolument charmant. Tu sais, c'était le roi des ténèbres, le prince des ténèbres, mais il était doux comme un agneau, il était super gentil, adorable. La France a gagné 3-1 contre le Sénégal aujourd'hui à la Coupe du monde de la FIFA. La super vedette Kylian Mbappé s'est démarqué avec 2 buts dans le match. Il devient donc le meilleur buteur de l'histoire de la France avec 58 buts sur la scène internationale. En ce moment, c'est l'Argentine et Lionel Messi qui affrontent l'Algérie dans le cadre de ce tournoi mondial. Des nouvelles du kangourou qui est en cavale depuis les 5 derniers jours à Boucherville. Il a finalement été capturé tout près de l'autoroute 20. Les agents de la faune ont réussi à le maîtriser et à tranquilliser l'animal tout juste avant 18 h. Il a ensuite été pris en charge par une équipe médicale. Le wallaby, baptisé Joey par des internautes, a été transféré aux eaux de Granby. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. Demain, on va surveiller la fin du sommet du G7 en France et ce sera aussi jour de repêchage dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. Là-dessus, bonsoir, bonne nuit tout le monde. À demain.